Processus de paix, dialogue ou encore guerre. Ce sont là les questions que les Congolais se posent chaque jour. Merci de ce repère, mesdames et messieurs. Nous abordons certains sujets qui fâchent, qui dérangent le quotidien des Congolais et qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Je reçois pour vous un acteur majeur sur la scène politique. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il analyse les choses de manière froide. Lui, c'est Ben Bright qui nous fait honneur d'être avec nous sur ce plateau. Nous en parlons en large et en long et en large. Et nous faisons passer tout au peine fin sur la situation de notre pays. Il est là avec nous, à qui je dis bonjour et bienvenue, Ben Bright. Bonjour Monsieur Jules, merci de votre invitation. Je parie que tu vas bien. Ça va très bien. Dans ma santé, ça va. Mais dans ma chair, dans mon corps de Congolais, dans mon esprit patriotique, ça ne va que très peu. Ça ne va que très peu parce que vous savez que notre pays traverse de moments le plus compliqués. Et peut-être ici pour moi l'occasion de prendre la parole sur votre média qui est suivi et qui traverse nos frontières. Peut-être ici l'occasion de prendre la parole pour dire toute ma compassion, pour dire toute ma solidarité avec le peuple meurtri dans le Kivu, une grande partie de la République démocratique du Congo, nos territoires qui sont tombés aux mains de l'ennemi, l'ennemi qui nous a massacrés en tant que Congolais, qui a tué de nos compatriotes, l'ennemi qui a marché sur notre symbole, sur nos symboles, ça veut dire notre armée, notre territoire. Et l'ennemi qui fait main basse sur nos minéraux, l'ennemi qui nous a touchés dans notre fort intérieur. Mais je le dis, je le répète, mais aussi je le dis à qui veut l'entendre, cette situation n'est pas une fatalité. Qu'aujourd'hui nos territoires soient tombés aux mains de l'ennemi, ce n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est les humains, c'est les compatriotes que nous perdons. La fatalité, c'est par exemple Idingo que nous avons perdu hier, tué par balle par le rebelle du M23 du Rwanda parce qu'il passait un message patriotique, parce qu'il passait un message clair. La fatalité, c'est les militaires congolais, c'est les combattants Wazalendo que nous avons perdus. Ça, c'est la fatalité. Mais le fait que nos territoires passent entre les mains de l'ennemi, ça, ce n'est pas une fatalité parce que je sais, parce que je crois que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par paraître. Et cela veut dire que, autant que cette situation va durer, nous serons en train de nous battre, nous serons en train de faire le dos rond. Il viendra le moment où nous récupérerons nos terres. Ça va durer 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1 année, 5 jours. Ça durera le temps que ça prendra, mais nous récupérerons toutes nos terres et la République démocratique du Congo restera une et indivisible dans ces frontières de 1885. Vous dites que le fait que les territoires sont pris par l'ennemi n'est pas une fatalité, que le fait que les FRDC sont tombés ou encore nos compatriotes qui tombent chaque jour est une fatalité. Alors c'est comme si nous sommes en train de nous consoler par rapport à cette situation qui prévaut depuis. Devrions-nous rester là à parler ou bien on doit prendre des décisions assez courageuses pour mettre terme à cette hémorragie qui longtemps endeuillée. Vous parlez de longtemps endeuillé, mais il faut chiffrer les choses. Il faut dire que ça fait maintenant presque 3 décennies que nous vivons ces situations douloureuses. Il faut d'abord considérer que la guerre n'a pas commencé lorsque l'ennemi est arrivé à Bunagana. La guerre n'a pas commencé lorsque l'ennemi est arrivé à Saké. La guerre n'a pas commencé lorsqu'il est arrivé à Goma. La guerre a commencé depuis de lustres, j'ai envie de dire, depuis des années. Mais ça, c'est une situation qui devrait nous pousser, nous, à agir continuellement. Ça veut dire que, en tant que Congolais, il ne devrait pas se passer un seul jour sans que nous ne réfléchissions stratégie, sans que nous ne réfléchissions puissance, sans que nous ne réfléchissions force. Est-ce que la RDC est à ce niveau-là de réfléchir stratégie et puis puissance, dès que vous le dites là? La RDC est à ce niveau-là, mais le politicien congolais ne l'est pas encore. La RDC, oui, parce qu'il y a de Congolais ici dans ce pays, parce qu'il y a de cerveaux dans ce pays qui peuvent réfléchir. Sauf que une fois qu'on est dans cette arène, une fois qu'on a commencé à œuvrer véritablement en politicien, on perd toute lucidité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'État, l'appareil étatique, comme on le voit ailleurs, n'existe pas.
Ce que j'essaie, quand je dis que ce n'est pas une fatalité, cela n'est pas une excuse. Cela ne veut pas dire qu'on devrait croiser le bras. Dire que cette situation n'est pas une fatalité ne veut rien excuser. Dire que cette situation n'est pas une fatalité, ce n'est pas une façon de négliger ce qui se passe. Il faut dire les choses. Alors moi j'ai l'habitude de me faire mal comprendre, mais peut-être que j'ai l'opportunité ici de m'expliquer, de dire que quand on dit que cette situation n'est pas une fatalité, ça ne veut pas dire qu'on néglige la gravité de ce qui se passe. Nous sommes un pays dont la souveraineté aujourd'hui est piétinée. Nous sommes un pays aujourd'hui dont la souveraineté est foulée aux pieds par le petit Rwanda à côté. Cette situation est très grave, très très grave, mais ce n'est pas une fatalité. Terriblement humilié. Nous sommes humiliés, oui, aux yeux du monde. Nous sommes humiliés parce que nous avons une position diplomatique que nous n'arrivons pas à tenir. Notre position, elle était telle que nous n'allons pas ou nous ne négocions pas avec les terroristes du M23, parce qu'il faut le dire, ce qui se passe dans les Kivu, c'est du terrorisme pur et simple. Ces gens-là sont des terroristes et aucun pays sérieux ne peut négocier avec des terroristes. Les États-Unis ne les font pas. Les États-Unis d'Amérique ne négocient pas avec les terroristes. La France ne négocie pas avec les terroristes. Nous avons voulu ou nous voulons tenir cette position. Nous voulons dire que nous n'allons pas négocier avec ces terroristes qui tuent, qui massacrent et qui font main basse sur nos minerais. Sauf que nous nous retrouvons dans une situation où notre message diplomatiquement ne porte pas. Où aujourd'hui, dans tout le grand salon diplomatique, on nous demande de négocier avec le M23. Pourquoi? Parce que simplement, le tyran de Kigali, M. Kagame, qui se trouve être la force derrière le M23 AFC, Rwanda si vous voulez, le tyran de Kigali a passé un message selon lequel ce qui se passe au Congo est une guerre ethnique. C'est un problème entre territoires, c'est un problème des territoires, entre ethnies, entre tribus, entre groupes congolais, entre peuples congolais. Ça ne l'est pas du tout. C'est un faux prétexte, c'est un faux discours. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons un voisin belliqueux qui veut au fait de nos territoires, qui veut de nos richesses. Vous avez vu qu'hier, par exemple, le Parlement européen avec, nous allons en arriver là, Ben Bright, voilà. Permettez-moi, mais j'aimerais que, avant d'arriver là, parce que nous allons parler dialogue, j'aimerais que vous fassiez, que vous puissiez nous dire, par rapport à la démarche des évêques, ECC5OS, la démarche est-elle rationnelle, approuvée par les institutions de la République, ainsi que par la population? Quelle est votre lecture de fait par rapport à cette démarche? Alors, la démarche de prélats catholiques et de pasteurs de l'Église du Christ au Congo, cette démarche, je ne sais pas la qualifier de mon point de vue. Je suis très mal à l'aise avec cette démarche. Et ça, c'est un point de vue purement personnel. Maintenant, là, Pourquoi très mal à l'aise? Mais je suis très mal à l'aise parce que vous comprenez bien que je suis mal à l'aise avec le fait de négocier avec un terroriste. Je suis mal à l'aise avec le fait d'aller voir Kagame, par exemple, qui se trouve être la force derrière le M23 AFC Rwanda. Donc, Kagame étant cette force obscure qui ne l'est même pas, il n'est même plus, parce qu'aujourd'hui, tous les rapports des organismes internationaux les disent clairement, le Rwanda, les RDF, c'est-à-dire l'armée de défense rwandaise, se trouve sur le territoire congolais, c'est le Rwanda qui assiège notre pays. Alors maintenant, aller négocier avec quelqu'un qui assiège notre pays, ça veut tout simplement dire que nous avons perdu un peu de repères, si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Mais c'est un processus de paix. Alors, la démarche n'est peut-être pas salutaire, quelque part. Oui, mais la démarche est peut-être salutaire. La paix, mais à quel prix? Aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui nous en sommes là où nous sommes parce que nous n'avons pas attaqué le fond du problème. Parce que tout le temps nous avons voulu rester superficiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la politique extérieure du Rwanda, la RDC était un pays qu'il faut à tout prix mater. Parce que le grand Congo au cœur de l'Afrique met mal à l'aise le petit pays que le Rwanda. Alors il faut mater ce pays-là. Et la manière d'y parvenir, c'est de l'infiltrer, infiltrer ses institutions. Et donc, au jour le jour, la stratégie rwandaise, c'est d'agresser la RDC via de proxys, ça veut dire de mouvements de guerre délégués. Et ça a commencé depuis de lustres. Vous vous rendez compte que même avec la FDL, c'était ça la logique. Lorsque la FDL est arrivée à Kinshasa, a pris le pouvoir, toutes les autres forces étrangères se sont retirées, sauf les forces rwandaises. Et vous rappellerez que c'est ce qui a coûté la vie à Mouzé Kabila. Parce que lorsque Mouzé dit, écoutez, la FDL c'était un conglomérat d'aventuriers, maintenant déjà il faut que toutes les forces rentrent chez elles. Les forces ne veulent pas rentrer. James Kabarebe veut s'établir ici comme le chef d'état-major à vie. Mouzé Kabila dit non, mais il faut rentrer. Et lorsqu'ils acceptent de rentrer, quelques 2 jours après, ils sont revenus sur le territoire congolais. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que
qu'on arrive à déplacer de peuples entiers de la République démocratique du Congo, qu'on arrive à les déplacer de leur territoire naturel et qu'on y installe un nouveau peuple, le peuple rwandais justement. Parce que personne ne s'en cache aujourd'hui, le Rwanda a un problème de territoire. Alors ça veut dire maintenant, que la situation que nous vivons aujourd'hui, la grande porte a été ouverte par Musée. Oui, c'est les appétits gloutons de politique congolais qui a ouvert cette porte justement. Et Corneille Nangaa est en train de faire justement la même erreur. C'est celle de servir en tout cas de chien de Pavlov à Paul Kagame qui vous envoie pour aller aboyer, qui vous programme pour aller dire de choses, mais en même temps Kagame est en train d'asseoir au fait une politique qu'il a sur la durée. Et dans la tête de Congolais qui acceptent de jouer ce rôle d'homme de main, qui acceptent de jouer ce rôle de mouton noir ou de cheval de Troie, dans la tête de ce Congolais, il voit les intérêts égoïstes qui sont le leur. Musée Kabila, en venant avec la FDL, il se disait que je suis en train de détrôner un dictateur entre guillemets. Il ne s'est jamais douté que les forces même qui l'ont amené sur Kinshasa vont se retourner contre lui jusqu'à lui ôter la vie. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais tenez, les erreurs que Kagame a fait en 1990 ou 1997, il ne le commettra plus. Quelles sont ces erreurs? C'est de placer à la tête de la rébellion un Congolais patriote. Parce qu'il faut qu'on se le dise, Musée Kabila, c'est vrai, il a été dupé par ses envies ou par ses appétits de politique glouton, mais à un moment, il s'est regardé dans une glace et il a dit non, c'est quand même nos terres, c'est quand même notre pays. Et Musée Kabila s'est retourné contre ces personnes-là. Kagame a noté. Il a vu que c'était une erreur de placer à la tête de la rébellion un Congolais aussi patriote. Ces erreurs ne vont plus se répéter. Si Kagame avance dans son aventure, il placera une marionnette qu'il saura manipuler à sa guise. Et ça ne sera plus un Musée Kabila. On n'aura pas la chance d'avoir deux Musée Kabila. Ça veut dire que la personne qui est peut-être aujourd'hui en train de conduire le mouvement rebelle, si vous voulez le mouvement terroriste du M23 AFC Rwanda, cette personne ne sera pas la même. Parce que lorsque nos territoires sont en train de tomber, malheureusement, il y a une administration qui est en train d'être mise. Et vous avez vu par exemple ce qui s'est passé à Goma, ils ont fait une théâtralisation de la chose politique où ils ont placé des personnes à certains postes, j'ai pas envie d'entrer dans leur logique, mais ils ont placé des personnes, allez savoir qui sont ces personnes. C'est des Rwandais qui ont été placés dans quel objectif, dans quel but? C'est dans le but de mater la RDC à très long terme. Ça veut dire qu'on est en train de placer de personnes qui vont infiltrer, mais alors infiltrer. Aujourd'hui, les gens se plaignent de ce que notre appareil sécuritaire est très fragile, mais c'est ce qui s'est passé depuis de longues années. Lorsque vous avez mis James Kabarebe, j'ai dit comme ça, c'est impersonnel. C'est impersonnel, je répète, c'est impersonnel. Lorsqu'on a placé James Kabarebe, chef d'état-major, à quoi on s'attendait concrètement? On s'attendait à quoi? Il a eu le temps de placer ses pions. Aujourd'hui, on ne sait même plus de mêler le vrai du faux. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est congolais, qui ne l'est pas, qui est infiltré, qui ne l'est pas. Les gens ont changé de nom en cascade pour épouser des noms congolais. Là, aujourd'hui, on est mis à genoux. Aujourd'hui, on nous pousse à un dialogue. Aujourd'hui, on nous pousse à un dialogue. Et c'est même là que je reviens finalement à votre question. On nous pousse à un dialogue, mais les évêques et les pasteurs de l'Église ne devraient pas aller en dehors de la position de la RDC. Quelle est la position de la RDC? La position de la RDC, jusqu'à preuve du contraire, mais ça peut très vite évoluer, vous savez. La position de la RDC, c'est qu'on ne négocie pas avec le M23. Parce que le M23, c'est une coquille vide. On veut négocier avec les personnes derrière le M23. Et encore les personnes derrière le M23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, justement. Mais malheureusement, et dans le sommet récent ici de l'EAC et de la SADC, tous les pays à l'unanimité ont envoyé carrément la RDC à pouvoir négocier. Oui, c'est pour ça que je vous dis que malheureusement notre discours est encore inaudible. C'est qu'on est en train de dire à tout le monde que le Rwanda est derrière le M23, qu'en réalité le M23 n'existe pas. Si vous voulez, le M23 c'est quoi? Le M23 c'est une dissidence de Bosco Ntaganda et Laurent Nkunda Batware avec le CNDP. Lorsque le CNDP accepte d'aller négocier avec Joseph Kabila à l'époque, et qu'on signe voilà, on va signer des accords assez belliqueux, mais assez dangereux pour la République démocratique du Congo, les accords de 2013, le monde en parle encore aujourd'hui. Lorsqu'on va jusqu'à signer ces accords, Kagame, parce qu'il est toujours dans cette logique, il s'est dit non, je ne peux pas donner toutes mes cartes.
C'est comme ça qu'il va faire une dissidence du CNDP pour créer le M23, pour qu'il y ait toujours une main armée qui continue de surgir, qui continue d'exister dans l'Est de notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous ne réglons pas le problème à la source, ça veut dire que si nous ne réglons pas définitivement le problème avec Kagame, et on peut régler le problème de différentes manières, soit de manière sécuritaire, ça veut dire en se battant réellement, soit alors on peut le régler par un dialogue, comme ont fait les Angolais à un certain moment. Si on n'arrive pas à régler le vrai problème, parce que le vrai problème, ce n'est pas le 1-23. Si on négocie avec le 1-23 aujourd'hui, l'AFC va faire volte-face. L'AFC, c'est Nanga, ils vont faire volte-face. Nous avons ici 3 personnes ou 3 personnages. Nous avons le M23 qui a des revendications différentes de l'AFC de Nanga. Nanga qui a des revendications aussi différentes de celles du 1-23. Et par-dessus tout, nous avons Kagame. Kagame qui a de velléités, qui a des envies et qui a d'autres revendications aussi. Et dans cette foire d'empoigne, vous voulez qu'on négocie avec qui exactement? On négocie avec l'AFC, avec Bissimo, avec Ngoma, avec Nanga ou avec Kagame? Le problème, malheureusement, comme je vous dis, on nous contraint, on nous amène à un dialogue, mais c'est aussi parce que nous, pendant de longues années, nous avons failli à bâtir une armée forte, une armée qui peut protéger ce grand pays. Pendant de longues années, nous avons mis l'argent dans le mercenariat, alors que nous aurions dû construire une armée forte qui puisse défendre la RDC. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, encore pendant que je suis en train de vous parler ici, selon les premières informations, l'aéroport de Kavumu est tombé au main de l'ennemi. Et si l'aéroport de Kavumu est tombé au main de l'ennemi, selon les rapports que nous avons sur place, les FARDC ne se sont même pas battus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'encore hier, nous étions en train de bombarder les positions de l'ennemi. Encore que le président nous a promis une réplique, une réaction vigoureuse. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous avons échoué sur le plan militaire. Nous n'avons pas la force qu'il faut aujourd'hui. Présentement, là, on n'est pas en mesure de faire la guerre au Rwanda. Oui. Parce que le Pantin, la personne derrière les M23 ou encore les AFC, en réalité, nous connaissons tous que c'est le Rwanda. Oui. Mais présentement, là, vu la situation, la manière dont les choses se présentent sur terrain, les FARDC ne se battent quasiment pas. Ça veut dire que nous sommes faibles, nous sommes contraints à dialoguer. Mais avec qui dialoguer présentement? Parce que le président de la République ne veut pas entendre parler ni du M23, ni encore de Kagame. Parce que lui, il avait dit dans une interview qu'il rencontrera Kagame seulement au ciel. Oui, mais après... Nous sommes dans une impasse. Mais j'ai toujours dit qu'il faut faire une très très grande différence entre l'homme d'État et la personne de Félix Tshisekedi, d'accord? Donc, si vous voulez, le président de la République démocratique du Congo, l'institution président de la République, sera toujours obligé à aller rencontrer même ses pires ennemis. Alors, il faut comprendre aussi qu'on ne dirige pas une nation avec les états d'âme, on dirige une nation avec l'âme de l'État. L'âme de l'État finira par contraindre Félix Tshisekedi à rencontrer même son pire ennemi. Je vais dire, l'âme de l'État finira par contraindre le président de la République à rencontrer même Kagame. Mais en tant que personne, avec des états d'âme en tant qu'humain, le président pouvait bien dire qu'il ne veut pas rencontrer Kagame, c'est de son droit. Mais encore là, vous avez vu que les évêques sont allés rencontrer le président rwandais, M. Kagame. Je suis un peu dubitatif par rapport à l'ère de marche, parce que c'était aussi un pan de votre question. Parce que qu'est-ce qu'on est allé dire à Kagame concrètement? Quel est le contenu de cette discussion avec Kagame? Finalement, vous avez par exemple les églises européennes, l'église catholique européenne, j'oublie la formulation exacte, qui a passé un message clair. Ça veut dire que hier, il y a un communiqué du cardinal d'un des pays en Europe qui a fait un message au nom de l'église catholique pour dire que voilà, le Rwanda doit arrêter d'agresser la RDC. Mais ce n'est pas le son de cloche que nous avons ici de l'église catholique au Congo. Je ne comprends pas pourquoi l'église catholique romaine universelle à l'étranger, ça veut dire à l'extérieur du pays, a une vision plus différente de choses, plus différente de celle que nous avons ici, de par le catholique de la RDC. Bon, certaines personnes estiment qu'ils sont traîtres, l'église au Congo. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais je suis un peu limitatif, comme je vous dis. Je ne comprends pas quelle est la démarche. Et c'est pour ça que j'étais en train de vous dire qu'il faut éviter d'aller à l'encontre de la position officielle de la RDC. Encore là, vous savez, en temps de guerre, la première victime, c'est l'information. Nous n'avons pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la bonne information. De la bouche du porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, nous avons entendu que le président n'est pas dans cette démarche. De la part de certaines confessions religieuses, j'ai entendu que le président est pour la démarche, mais qu'il veut qu'elle soit inclusive.
Mais alors, de la bouche des évêques, le président ne les a pas découragés. Mais alors, est-ce que c'est une initiative privée ou est-ce que c'est une initiative étatique? Et lorsqu'on part rencontrer Kagame, quel est le message qu'on lui apporte? Est-ce qu'on parle au nom de la République démocratique du Congo? Parce qu'il faut faire la part des choses. Les évêques catholiques, et même si vous y associez à eux le pasteur de l'ECC, ils ne représentent pas la République démocratique du Congo. Encore que moi, je n'ai jamais été ni catholique, ni protestant. Je ne sais pas si ces gens parlent au nom de qui concrètement. Parce que la RDC est un pays laïque. En quelque sorte, Donc, on dirait que c'est une démarche officieuse et non officielle. oui. Alors, si c'est une démarche officieuse, pourvu maintenant que le compte rendu ou que le contenu de ces échanges reste officieux, ça veut dire que ça n'engage pas la RDC. Maintenant, s'il y a un soutien illicite qui n'est pas explicite de la part du gouvernement, de la part de l'État congolais, alors ça, c'est encore plus compliqué parce que ça nous met dans une position inconfortable, on ne sait à quel sens c'est voué. Le fait est que, au jour d'aujourd'hui, la position de la RDC est connue. Cette position peut évoluer, comme je vous ai dit. Alors, il faut simplement que les évêques et le père de l'ECC fassent très attention à ne pas parler au nom de la République démocratique du Congo s'ils n'en ont pas le mandat de la personne acquis de droit. L'Union européenne venait de voter à l'unanimité des sanctions contre le Rwanda. Il y a eu une majorité vraiment écrasante d'une certaine façon. Est-ce le communiqué des sanctions suffit pour que le Rwanda se retire du territoire congolais, ou il faudrait prendre d'autres mesures beaucoup plus contraignantes que des communiqués comme le fait l'Union européenne et ainsi de suite? Alors, vous savez, dans le genre de situations dans lesquelles nous sommes, la solidarité internationale peut toujours être un volet des choses qu'il ne faut pas négliger. Et aujourd'hui, je salue en tout cas l'œuvre menée par certains, oui, d'abord notre ministre des Affaires étrangères, mais aussi certains députés européens qui portent la question depuis de longues années maintenant, y compris M. Botenga, depuis de longs mois en tout cas, les députés belges Botenga qui portent la question congolaise au Parlement européen. Hier, la question a été soumise à un vote et le vote a été comme un vote sanction qui, deux choses. D'abord, demande à la Commission européenne de ne pas négocier avec le Rwanda sur le plan de minerais. Et notre ministère de Mines, ça veut dire notre gouvernement a saisi la balle au bon en classant certains sites miniers comme étant des zones rouges. Ça veut dire que s'il y a de minerais qui proviennent de là, c'est de minerais de sang. Et la plupart de ces sites sont aujourd'hui actuellement tenus par nos ennemis, donc le Rwanda qui est derrière toutes ces forces. Et donc, maintenant, les députés européens eux-mêmes reconnaissent que la résolution qui a été votée est une résolution, mais que maintenant il faut passer à l'acte. Parce que vous savez, le Parlement européen prend des résolutions. Maintenant, c'est à la Commission européenne et aux autres institutions de l'Union européenne de mettre les choses en marche, de mettre les choses en musique. Donc, ce qui reste à faire ici, c'est de maintenir la pression. C'est de maintenir la pression diplomatique, c'est de maintenir la pression parlementaire aussi parce que nous devons négocier, quand je dis négocier, nous devons parler avec les députés européens qui portent ce problème parce que ce n'est pas le leur, c'est notre problème et nous devons arriver à le convaincre de suivre, de garder le rythme de pression pour que après le vote de cette résolution qui encourage aussi, oui, mais cette résolution véritable, qui encourage aussi la fin de la coopération militaire entre le Rwanda et l'Union européenne. Donc maintenant, il faut demander à ce qu'il y ait pas seulement de sanctions, mais qu'il faut qu'il y ait des actes qui suivent. Si l'Union européenne arrive à rompre son partenariat avec le Rwanda sur le minerai, si l'Union européenne arrive à rompre son partenariat avec le Rwanda sur la sécurité, ça va mettre le Rwanda en position très fragile parce que vous savez que le Rwanda en réalité c'est un pays qui vit de l'aumône internationale. Le Rwanda c'est un pays aujourd'hui qui, même son PIB est pour la grande partie composé de aides étrangères, autant pour l'Union européenne, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, la Grande-Bretagne si vous voulez, autant pour tout ce pays, c'est des pays qui contribuent véritablement à constituer le Rwanda aujourd'hui comme on le connaît. Parce que voyez-vous, c'est un pays qui aujourd'hui commercialise avec une propagande extravagante sur les génocides de 1994. Donc vous voyez, ce sont des choses qui doivent être
prise au sérieux de notre côté, parce que s'il faut fragiliser le régime sanguinaire de Kigali, il faut frapper là où ça fait mal. Et comme on sait que c'est un pays qui vide le monde international, si la solidarité internationale fonctionne en notre faveur, eh bien on va couper le vivre à ce petit pays-là, et ils vont vite se rendre compte qu'ils ne peuvent plus vendre le minerai de sang qu'ils récupèrent en République démocratique du Congo, et aussi qu'ils ne peuvent plus bénéficier de l'aide internationale. Et ça les met dans une position vraiment fragile. Ça le met dans une position fragile, mais regardons un peu son attitude dans une interview qu'il a donné à Jeune Afrique il y a un jour ou bien 2 jours, où il carrément il se moque de toutes ces sanctions-là. Bon, il n'a que faire. Est-ce qui est derrière en réalité Paul Kagame pour que aujourd'hui Paul Kagame tienne même l'Afrique du Sud, tienne l'Angola et nargue quasiment tout le monde? Est-ce que l'Union européenne ou bien toute cette communauté internationale ne joue pas un double jeu ou bien il ne souffle pas le froid et le chaud? Vous voyez, cher Jules, la question de la guerre du Congo, la guerre de l'Est, c'est une question d'abord congolaise. Il n'y a aucune autre armée qui viendra se battre pour nous, que ce soit les Tchadiens, que ce soit les Roumains recrutés gracieusement et payés gracieusement. Ce qui ressort qu'ils ont été payés plus cher que même nos soldats FARDC. Malheureusement, au lieu de payer des armes, on est allé jeter de l'argent dans cette aventure sans lendemain. Ce ne serait pas aussi quelque chose qui est un peu révolté notre armée d'une certaine façon en apprenant? Vous savez, les militaires, lorsqu'ils sont au front, ils sont d'une détermination sans faille. Un vrai militaire, un vrai soldat ne se décourage pas pour ce genre de choses. Il ne les entend même pas. C'est pas pour rien qu'on dit que l'armée c'est la grande muette. Ça ne parle pas à l'armée, ça ne parle surtout pas de ces choses-là. L'armée c'est un sacrifice, c'est un don de soi. C'est vraiment un don de soi. Je ne vois pas un seul militaire au fait baisser la garde au front parce qu'il y aurait une erreur quelque part dans la chaîne de commandement. Non, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Pourquoi est-ce qu'elle faiblit aujourd'hui d'une certaine façon? Non, mais parce qu'on n'a pas eu le temps de la construire, notre armée. On n'a pas eu le temps de la reconstruire, si vous voulez. Mais dès la prise de fonction du président de la République, il avait dit qu'il avait trouvé une armée bien structurée. Structurée? Oui, structurée, que l'armée était assez forte. Oui, non. Aujourd'hui, nous sommes 8e en Afrique, cher Ben. Oui, mais il faut regarder les indices aussi. Nous sommes 8e en nombre de personnes, pas en armement. Oh, c'est en nombre ou bien en armement? C'est-à-dire que parmi les 8 puissances en Afrique, les RDC comptent parmi. Oui, parce qu'on a plus d'éléments en fait dans l'armée. C'est ce que ça veut dire. Mais dans les éléments que nous avons dans l'armée, combien de brebis galeuses avons-nous? Combien de traîtres avons-nous? Combien d'infiltrés avons-nous dans cette armée? Si on a des traîtres et des infiltrés, qu'est-ce que, depuis tout ce temps ici, depuis l'arrivée du président... Ça, c'est la plus grande question. Mais ça, c'est la... Non, en plus d'être la plus grande question... les traîtres n'ont pas été extirpés de l'armée? Et véritablement, ça, c'est le talon d'Achille au fait de cette histoire. Ça, c'est le vrai grand problème de notre pays. Ce qu'on n'a pas réussi au fait à rebâtir notre armée. On n'a même pas réussi à la reconstituer. Parce que rappelez-vous, les forces armées zaïroises, c'était une force qui faisait peur en Afrique. Personne, on pouvait tenir tête à la Libye de Kadhafi. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on se fait émousser, on se fait... on se fait bouger, même par le petit Rwanda. Nous avons péché à ce niveau-là. Il faut que les choses soient dites de manière claire. Nous avons péché là où il fallait payer les armes, là où il fallait payer les drones, là où il fallait véritablement équiper l'armée congolaise. Nous sommes allés dans des choses banales. Alors, bien que le budget de l'armée a été triplé. Oui, que la loi sur la programmation militaire, la levée de l'embargo, en dépit de tout ça. En dépit de tout ça, nous avons échoué. En dépit de tout ça, nous avons échoué à reconstituer, à rebâtir. Nous avons échoué à bâtir une armée forte. Malheureusement, ça c'est la vérité. Il faut qu'elle soit dite. Et parce que une fois que cette vérité est dite, il faut noter aussi que le politique congolais, le politicien si vous voulez, n'a pas véritablement aidé dans la prise des décisions, dans la chaîne de commandement, dans le positionnement, dans le placer qui là où il faut. Les décisions n'ont pas été les bonnes. Et là encore, nous avons péché. Toutes ces choses doivent être dites et toute cette vérité doit être dite. On doit se le dire en face. Autant le Rwanda a une responsabilité dans ce qui se passe, autant nous, le Congo, autant nos dirigeants, nous avons une vraie responsabilité dans ce qui se passe. C'est malheureusement ça la chose. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une position où, si nous n'y prenons garde,
nous allons retomber plus bas que nous sommes tombés en 1900. D'en appeler au fait au bon sens du Congolais. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Kivu, ce n'est pas une question de Tshisekedi. J'ai appris, cher Jules, que le personne passe, mais que la République reste. J'étais moi-même au front, je veux dire, au front de la lutte citoyenne, la lutte pacifique contre le président Joseph Kabila. Lorsqu'il a fait montre d'une certaine velléité d'un éventuel troisième mandat ou d'une modification de la Constitution ou du conditionnement des élections au recensement, j'étais au front et en première ligne de la lutte patriotique, de la lutte civile, la lutte non armée contre le président Kabila. Et je sais que cette lutte peut porter ce fruit. Et je sais qu'il n'y a pas force comme une mobilisation des citoyens. Aujourd'hui, dire que le président Tshisekedi, qui est encore en train d'exercer son deuxième mandat légitime et légal, parce que nous sommes allés aux élections, nous connaissons tous la vérité des urnes, c'est que les opposants aujourd'hui ont été battus à plate couture, et ça c'est la vérité. Mais on a jeté, le président rwandais a jeté des pics sur la RDC. Non, pour tout le monde peut parler, sauf que ce Kagame. soit le premier et le deuxième mandat, la RDC n'a pas été élue démocratiquement. Tout le monde peut parler, et même Vladimir Poutine peut parler sur ces questions-là. Tout le monde peut parler sauf Kagame. C'est pas Kagame qui va nous donner des leçons de démocratie ou de transparence électorale. Tout le monde peut parler sauf Kagame sur ces questions. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut que les gens comprennent que cette question n'engage pas Tshisekedi. Le régime Tshisekedi passera comme le régime Mobutu est passé. Si Mobutu n'était pas mort en exil, il serait mort même à Kinshasa. C'est pour dire qu'il n'y a personne qui soit éternel. Tout régime passera, toute personne humaine passera, mais la République, elle va rester. Aujourd'hui, dans l'aventure meurtrière de Corneille Nangaa, qu'est-ce qu'on va nous laisser de la RDC si jamais par malheur cette aventure allait loin? Qu'est-ce qu'ils vont nous laisser, d'autant plus que nous n'avons pas encore pu nous remettre de la gifle que nous avons reçue en 1997. Nous ne nous sommes pas encore relevés de la traîtrise de certains Congolais de l'AFDL. Nous ne nous sommes pas encore remis de ce que Kagame, l'Ouganda et toute l'Alliance nous a infligé. Parce qu'aujourd'hui encore, nos institutions sont infiltrées et jusqu'à la moelle. Si nous ne nous en sommes pas encore remis de ça, rajoutez à ça ce que Kagame est en train de planifier en ce moment avec ces chiens de Pavlov comme Corneille Nangaa, Bissimois et tout ce que vous voulez. Et donc, les Congolais doivent comprendre de partout où nous sommes que ceci n'est pas une question d'individu, que ceci n'est pas une question de Tshisekedi ou de son régime ou de son pouvoir. Ceci est une question de Congolais d'abord et du Congo après. Parce que c'est les Congolais le premier qui meurent. On en a aujourd'hui la preuve la plus éloquente avec ce qui se passe à Goma précisément, où toute personne qui porte une voix discordante, voilà, on vit aujourd'hui dans la terreur la plus totale. Pas plus tard qu'il y a 5 minutes avant que je n'arrive sur votre plateau, j'ai eu une de personnes qui m'est proche qui vit à Goma. La situation est alarmante, la situation est catastrophique. Aujourd'hui à Goma, on peut mourir simplement pour avoir arboré un polo de Tshisekedi par exemple, pour avoir simplement franchi une limite que les Rwandais ont fixée, on peut en mourir aujourd'hui à Goma. Et ça, c'est très dangereux. Et les Congolais doivent comprendre que ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas son gouvernement, ce n'est pas son administration, c'est le Congo. Tshisekedi partira comme Kabila est parti, comme Mouzé est parti, comme Mobutu est parti, Tshisekedi partira, mais le Congo, lui, devra rester. Le Congo, et tâchons de laisser à nos enfants, à notre postérité, un Congo digne, pas un Congo à genoux, pas un Congo avili, pas un Congo mis à mal par le Tutsi Power de Kagame. Alors, il y a plusieurs présidents qui nous ont soutenus, qui ont continué à nous soutenir d'une certaine façon, à l'instar de Joao ainsi que du président Cyril Ramaphosa. Mais on dirait que le langage, le discours a un peu changé. Là, on nous demande de dialoguer avec le M23 d'une certaine façon. Est-ce que ce n'est pas un peu... ces présidents-là, ou bien ces nations-là ont reçu une pression de la communauté internationale de ne pas s'ingérer dans notre affaire. Et que, voilà, nous sommes un peu lâchés d'une certaine façon. Parce que quand on voit la rigidité, la manière dont le président sud-africain avait face à son homologue rwandais,
Mais il n'en a plus. Il tient maintenant un langage beaucoup plus différent qu'il tenait quelques jours passés ici, mais encore une semaine passée. Alors, le péché originel dans ça, ce que nous avons tourné les dos, et ça c'est sur le plan diplomatique, hein, nous avons tourné les dos à nos partenaires traditionnels. La République démocratique du Congo, comme toutes les nations au monde, ont toujours, la République démocratique du Congo a ses partenaires traditionnels. Les nôtres, nos partenaires à nous, sont dans la SADC. Et c'est l'Angola, et c'est l'Afrique du Sud, c'est quelquefois les Zimbabwe. Nos partenaires à nous sont dans la SADC. Nos partenaires à nous ne sont pas dans l'EAC. Nous avons commis la plus grande erreur d'adhérer à l'EAC. Et ça va faire aujourd'hui 3 ans que je dis, que je répète, il faut que la RDC quitte l'EAC. Et le président Kabila était avéré et puis il était beaucoup plus éclairé de pouvoir quitter l'EAC. Nous avons commis une erreur monumentale et grave de réintégrer l'EAC. Surtout dans une période où nous n'avons aucun partenaire au sein de l'EAC. Le Rwanda, c'est notre agresseur. Aujourd'hui, Kenya, l'un des plus grands pays de l'EAC, c'est le plus grand partenaire du Rwanda. L'EAC est derrière le Rwanda, d'une certaine façon. Voilà. Ça vous pousse ou ça vous amène à comprendre les décisions, les résolutions qui ont été prises au dernier sommet dont vous parlez tout à l'heure. Parce que nous avons, nous, commis l'erreur d'abandonner nos partenaires traditionnels, l'Angola, l'Afrique du Sud, entre autres, pour aller, et les Zimbabwe, pour aller si j'étais dans le bras de l'EAC. Nos partenaires se sont sentis à un moment frustrés aussi, ça il faut qu'on se le dise. Et c'est de vérité qui existe. Et si vous regardez l'Afrique du Sud, c'est un partenaire traditionnel. Le président Cyril Metamela Ramaphosa l'a dit plusieurs fois. Nous les avons soutenus lorsqu'ils avaient de problèmes et c'était à eux de nous soutenir aussi. Et vous connaissez l'histoire, la longue histoire qu'a la République démocratique du Congo et l'Angola. Ils étaient dans l'obligation de nous soutenir lorsque nous avons de problèmes. Sauf que nous nous sommes mis dans une situation compliquée. Où d'une part, nous sommes dans l'EAC et nous sommes dans la SADC. Et les deux organisations sous-régionales doivent trancher. Et ces deux organisations se sont retrouvées à de répartir dos à dos. Un fait accompli. Dos à dos, nous mettre, nous, devant le fait que nous devons négocier avec le Rwanda. Parce que vous savez, négocier plutôt avec le M23, parce que dans la conception des gens, c'est que le dialogue n'a jamais fait mal à qui que ce soit. Alors que nous savons qu'en négociant avec le M23, nous ne réglons pas le problème. C'est ça le vrai problème. Nous ne refusons pas de dialoguer avec le M23 par plaisir de le faire. Nous refusons de dialoguer avec le M23 parce que c'est une coquille vide. Nanga, par exemple, il défend quoi au M23, de vous à moi? Nanga n'est pas Nyamulenge, si vous voulez. Nanga est des Lituri, que je sache. Qu'est-ce qu'il défend? Puisque Kagame veut nous faire croire que c'est une question ethnique. Alors, Nanga défend quoi exactement? Nanga parle de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, Nanga est-il plus important dans ce pays que Martin Fayoulou, que Moïse Katumbi, qui, eux, se battent dans l'opposition républicaine? Alors, aujourd'hui, nous avons une constitution en vigueur. C'est sur base de cette constitution que Nanga a prêté serment en tant que président de la CENI. C'est sur base de cette constitution que Nanga a proclamé les élections, les résultats des élections à la présidentielle. C'est sur base de cette constitution que Nanga, aujourd'hui, est régi, ou en tant que président de la CENI, c'est sur base de cette constitution qu'il a vécu. Quelle constitution lui donne à lui le droit de prendre des armes pour s'attaquer à un régime ou à un pouvoir légalement établi? Alors, vous voyez, c'est comme je vous disais il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui se bat pour les intérêts égoïstes, mais qui a trouvé la bonne grâce d'avoir justement un autre rebelle derrière, un autre sanguinaire, qui est Paul Kagame, et qui lui donne sa bénédiction. Donc, comme je vous dis, nous pouvons pousser la réflexion plus loin, nous irons négocier, mais avec qui? Nous irons négocier, Kagame restera dans notre dos, Kagame créera un autre mouvement. Et notre mouvement va surgir avec les mêmes revendications. On nous parlera de Nyamulenge, on nous parlera on nous parlera de la persistance, de l'existence du FDLR. On nous parlera de tout ça. Avec qui irons-nous négocier et pour quel résultat? C'est pour ça que nous refusons. Maintenant, les dirigeants qui semblent nous avoir lâchés, ils ne nous ont pas lâchés du tout. Cyril Ramaphosa ne nous a pas lâchés, de ce que j'entends de lui, de ce que j'entends du président João Manuel Lourenço, qui va bientôt prendre la présidence de l'Union africaine. Ouais, il s'est retiré, il a rendu le tablier. Il ne s'est pas retiré. Pour que quelqu'un d'autre prenne... Oui, mais ça, c'était diplomatiquement étalé, c'était diplomatiquement prévu.
on sait d'ores et déjà que ça sera le président mauritanien qui va récupérer le lead de cette négociation parce que ça sera le président mauritanien qui, si je ne m'abuse pas, sera le prochain président de l'Union africaine. Ça veut dire que parce qu'il ne peut pas combiner ses charges de président de l'Union africaine avec des négociations, c'est pour cette raison-là. Il n'y a pas de raison, c'est pas comme s'il s'en est lassé. Mais vous vous rendrez compte par exemple que Kagame est plus à l'aise avec le processus de Nairobi qu'il n'est plus à l'aise avec le processus de Luanda. Allez comprendre pourquoi. Parce que à Luanda, c'est une discussion politique. À Nairobi, on pose le cadre pour les discussions avec le rebelle. Et c'est ça que Kagame aime. Parce qu'il sait que demain, il va créer notre mouvement rebelle. Et puisqu'il a les soutiens de son ami Ruto, alors ils peuvent tout se permettre. Si nous avions aujourd'hui gardé nos positions traditionnelles, si nous n'étions pas dans l'EEAC, je peux vous garantir aujourd'hui, cher Jules, que ça aurait été une autre histoire. Ça veut dire que la SADC aurait frontalement affronté l'EEAC. Sauf dans la RDC alors pour mettre terme à l'EEAC. Malheureusement, je ne suis pas dans le secret du pouvoir. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'attend le président Tshisekedi. Je veux ressasser encore l'un de mes tweets où j'ai clamé qu'il fallait quitter l'EEAC. Et je l'ai dit, la situation n'en était pas encore là. Malheureusement. Alors j'espère vivement que le président Tshisekedi va écouter, il va se retirer de l'EAC et j'espère que ça ne sera pas tard. Très bien, alors nous chutons, nous avons fini. Ben Bright, voie de sortie par rapport à cette crise. Si vous étiez le président de la République, que feriez-vous en cette situation? Et c'est par là que vous mettez terme à cette émission. Alors la question elle est complexe. J'aurais été une autre personne, je n'aurais pas répondu à cette question. Mais vous voyez, moi je suis quelqu'un qui réfléchit longuement. Je vous ai dit en début d'émission que j'ai perdu mon sommeil depuis des longues semaines aujourd'hui, depuis que Goma est tombé, et même bien avant ça, depuis que je sentais que les choses n'allaient pas bien, j'ai véritablement perdu mon sommeil. Et j'étais loin de ce pays quand j'ai appris ces choses-là. Je peux vous dire que le Congolais, de partout où il se trouve, il a été meurtri. Alors meurtri dans sa chair. Et donc moi je suis quelqu'un qui m'intéresse à ces questions, je suis quelqu'un qui entrevoit toutes ces choses, et si j'étais le président de la République, ce que j'aurais fait, ce serait de me rendre à l'évidence qu'aujourd'hui nous avons perdu. Alors nous avons véritablement perdu notre position. Alors, ce que je vais dire doit être très équilibré. Parce que sur le plan diplomatique, nous sommes en train d'engranger certaines victoires, engranger certaines autres victoires. Vous avez vu le travail magnifique qu'a fait Mme Wagner Kayouamba, la ministre des Affaires étrangères. Vous avez vu aussi le travail magnifique qu'a fait Patrick Mouyaya au Conseil des droits de l'homme, à la Commission des droits de l'homme. Donc vous comprenez bien qu'il y a de victoires, et on a parlé tout à l'heure de la résolution du Parlement européen. Il y a de victoires sur le plan diplomatique, mais nous avons perdu sur certains autres points. Aujourd'hui, vous avez compris que même nos partenaires traditionnels nous invitent à un dialogue. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est être lucide. La lucidité veut que nous comprenions que nous avons perdu un certain pan de notre position diplomatique, mais que nous avons aussi surtout perdu des territoires congolais. Et cette situation, bien qu'elle ne soit pas une fatalité, je le répète, ne peut pas durer plus longtemps. Il faut à tout prix qu'elle en mette fin à cette situation qui dure le plus longtemps possible. Le président Tshisekedi sait que ce qu'il faut faire en ce moment, c'est le fight and talk. Fight and talk. We need to talk, we need to fight. Mais pourquoi est-ce Pour que se battre, le fight ne se fait pas? Pour se battre, nous avons besoin d'armes. Nous avons besoin d'un équipement. Nous avons besoin d'armement. Et comment il s'appelle? Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukumendo Wazabanga disait que pour l'intégrité du Zaïre, aujourd'hui Congo, s'il faut contextualiser, pour l'intégrité du Congo, même s'il faut nouer de partenariat avec le diable, il faut le faire. Il faut aller chercher, pas de mercenaires, il faut aller chercher des armes, un équipement adéquat, donner cet équipement aux Congolais, aux Ouazalendo, aux FRDC qui veulent se battre pour bouter hors de notre territoire l'ennemi. Et en même temps, il ne faut pas, et ça c'est une erreur que tout politicien ne peut pas commettre, il ne faut jamais hermétiquement fermer toutes les portes. Il faut toujours laisser une porte au dialogue. Dialoguer, Vital Kamerhe a la lucidité de le dire, dialoguer n'est pas faiblesse. Dialoguer ne veut pas dire vendre le Congo. Il faut écouter ce que ces gens veulent dire. Encore que nous avons un cadre, et le cadre, c'est le processus de Nairobi. Mais la lucidité veut que, si on se rend compte que le processus de Nairobi piétine,
Alors, ouvrons un autre cadre où nous dialoguons en même temps que nous nous battons. Parce que si nous dialoguons en position de faiblesse, cher Mbi, sachez-le, nous serons malmenés. Si nous allons négocier en perdant des territoires, en montrant que nous n'avons aucune puissance militaire sur terrain, nous négocierons en position de faiblesse. Et ça, c'est une erreur monumentale grave que la République démocratique du Congo ne peut pas se permettre. Allez courir le monde entier. C'est-à-dire à l'état actuel, la RDC n'a pas ce qu'il faut pour se battre contre l'ennemi. Il n'a pas le matériel, il n'a pas d'armes, il n'a pas de munitions, il n'a pas. Je ne suis pas militaire, mais ce que je vois, c'est ce qui se passe sur le terrain. Je vois sur le terrain que le FARDC capitule à tout moment. Je vois sur le terrain que l'ennemi avance et parfois des avancées fulgurantes. C'est à ne rien comprendre. On lui laisse la voie. Je ne comprends même pas ce qui se passe. Aucun Congolais ne peut comprendre ce qui se passe. Il faut donc se battre véritablement. Courir le monde, chercher le partenariat, trouver tout ce qu'on a. Le Rwanda peut avoir de missiles solaires alors que l'on n'en a pas. Le Rwanda ne peut pas décider de brouiller. La Russie est favorable, ouverte, mais qu'est-ce qui nous manque de solliciter la Russie? Est-ce la RDC n'est peut-être pas pour le trône? Oui, quelquefois, la RDC est passive sur beaucoup de choses, quelquefois, malheureusement. Mais d'où l'essence de mon appel aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut se prendre en charge, comme disait Mouzé Kabila, et surtout ne jamais trahir le Congo. Il faut donc se battre. Et au point que, si nous avons une... Vous voyez ce qui s'est passé en Éthiopie, par exemple, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a été confronté à une rébellion comme ça, dans les Tigrés, où des gens s'est dit, mais avec la puissance militaire qu'ils ont, ils n'ont pas laissé chance à ce petit malfrat, à ce petit rebelle. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que si le rebelle, si les terroristes se rendent compte que sur terrain, on n'est pas fort, eh ben, il avance à pas de géant et avec un courage qui frôle l'audace. Merci beaucoup, Ben Bright, de répondre à notre invitation de ce jour et de nous éclairer sur le sujet. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. La RDC doit être beaucoup plus forte et prendre des décisions assez courageuses, comme Ben vient de le dire. Certes, nous devons négocier, mais nous devons aussi, en même temps nous négocions, en même temps on se bat. Merci de vous tous d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Gardons à l'esprit l'esprit patriotique, comme le dit notre hymne national, debout congolais, ne restons pas assis. Nous devons rester debout. Alors pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'RDC. Au revoir. Au revoir.